Accusés de cohabiter avec le rebelle du M23, les troupes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est pourront quitter la RDC d'ici juin prochain. Déclaration faite par le chef de l'État Félix Tshisekedi depuis le Botswana. Entre-temps, un mort et 3 blessés graves, c'est le bilan de l'éboulement survenu à Rubaya, dans la province du Nord Kivu. Au Kenya, les autopsies de cadavres retrouvés dans une forêt du sud-est d'une secte évangélique pratiquant un jeûne extrême ont révélé des organes manquants sur certains corps, d'après la police. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Au Botswana, Félix Tshisekedi a remonté contre les accusations de menaces de l'ancien commandant de la force régionale de l'EAC. Le chef de l'État congolais n'a pas apprécié l'attitude du Kenya qui a décidé de nommer un nouveau commandant sans consultation préalable. Félix Tshisekedi exige par ailleurs les clarifications et laisse entendre que la force régionale pourrait être appelée à se retirer de la RDC dans le mois prochain. Quelques heures après l'annonce du déploiement de la force militaire de la SADC à l'est de la RDC, le président Félix Tshisekedi a clairement laissé sous-entendre que la force de l'EAC pourrait définitivement quitter son pays au mois de juin prochain. Le président congolais l'a dit mardi 9 mai à Gaborone, capitale botswanaise, pendant qu'il clôturait sa visite d'État. Au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue botswanais Mokgweetsi Masisi, Félix Tshisekedi a reconnu qu'il y a manifestement des problèmes de fonctionnement avec cette force. À l'issue du premier mandat de cette dernière, en mars, le gouvernement congolais n'a pas renouvelé son mandat de 6 mois comme souhaité par le secrétaire général de l'EAC, mais l'a prolongé de 3 mois. Au terme de ces délais, une évaluation devait orienter l'essor de cette force régionale. Le président de la RDC a tenu à rappeler son inquiétude sur les déclarations des officiers militaires de l'EAC qui avaient clairement laissé entendre qu'ils ne venaient pas en RDC pour combattre les terroristes du M23. C'est avant de regretter la démission qu'il a qualifiée de spectaculaire du commandant kenyan de l'EAC. Vous avez suivi, monsieur le général Jeff Nyaga qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces, lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force, sans consultation, comme si cette force n'appartenait que au Kenya. Donc manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation. Et comme le mandat s'achève au mois de juin, si à cette date-là, nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo. Rappelons que l'Union africaine a déjà annoncé la tenue prochaine d'un sommet regroupant les principales organisations sous-régionales afin d'harmoniser les vues sur l'intervention des troupes dans l'est de la RDC. Catastrophe naturelle au Nord Kivu dans le territoire de Masisi à Rubaya. Le gouvernement provincial a présenté les bilans officiels de morts dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi 10 mai. Il s'agit d'un mort et 3 blessés graves au cours de cet incident survenu au début de la semaine. Le colonel Guillaume Njike Kaiko nous fait les points. Communiqué officiel. Aussitôt alerté de l'éboulement survenu le lundi 8 mai 2023 à Rubaya dans les territoires de Masisi, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kongba, a immédiatement dépêché une mission pour s'enquérir de la situation sur terrain. À cet effet, sur base du rapport de cette mission, l'autorité provinciale informe l'opinion tant nationale qu'internationale de l'effectivité de l'éboulement qui s'est produit dans le périmètre D2 4731 Bibatam. En termes de bilan de cet incident, il a été enregistré un mort déjà enterré et 3 blessés pris en charge dans des structures sanitaires. Ici est de noter que
Toutes ces victimes sont des créateurs artisanaux clandestins. L'autorité provinciale rappelle que les 10 périmètres étaient fermés sur décision du ministère national des Mines. Fait à Goma le 9 mai 2023. Après de 2 ans, jour pour jour, depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, le gouverneur militaire a effectué une descente sur le terrain. Objectif, évaluer la situation sécuritaire. Accueilli par une foule immense à son arrivée à Guéti, en territoire d'Irumu, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny s'est rendu dans cette partie de la province de l'Ituri pour faire l'évaluation de l'état des sièges décrété il y a 2 ans. Après plusieurs stratégies et opérations mises en place, notamment l'approche militaire et non militaire, il était question dans cette première étape pour le numéro 1 de la province de l'Ituri de palper du doigt les réalités sur terrain, les conditions de vie des populations après 2 ans d'intenses travaux menés en territoire d'Irumu. Prenant la parole, Kanchama Johnny a lancé un message de paix, de cohabitation pacifique et surtout de réconciliation. Pour la deuxième étape, le gouverneur militaire s'est également rendu à Boga, qui était l'épicentre des hostilités causées par les ADF, où une accalmie s'observe actuellement. Sur place, il a tenu un meeting populaire au cours duquel il a prêché le message de paix. Il a également profité de l'occasion pour évaluer les résultats de l'état des sièges dans cette province secouée pendant plus de 20 ans par l'insécurité. Dans la province de Chopo, les affrontements entre les Mbole et les Lengola font plus de 40 morts actuellement. De nombreuses personnes sont également portées disparues depuis la résurgence de ces conflits, alors que plus de 1000 personnes ont trouvé refuge au bureau communal de Kisangani. Le bilan de ces conflits intercommunautaires dépasse actuellement la barre de 40 morts. Plusieurs personnes ont été tuées lors des affrontements qui opposent depuis le 6 avril les communautés Mbole et Lengola dans la commune urbano-rurale de Lubunga à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Selon les sources sécuritaires de cette province qui ont confirmé ces informations lundi, de nombreuses personnes sont également portées disparues depuis la résurgence du conflit alors que plus de 1000 personnes ont trouvé refuge au bureau communal de Kisangani. Leur nombre augmente au jour le jour, rapporte Radio onusienne, signalant que les forces mixtes FARDC-PNC ont arrêté samedi dernier au moins 29 présumés criminels impliqués dans les actes funestes dans les conflits fonciers entre les tribus Mbole et Lengola qui ont entraîné mort d'hommes, incendie des maisons et des blessés graves. Dans le Olomami, la société civile Force Vive du territoire de Malemba-Nkulu, située à 280 km de la ville de Kamina, accuse certains responsables des écoles d'avoir majoré les frais de participation des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023. À en croire son porte-parole, les frais de participation étaient fixés à 70 000 francs congolais par l'arrêté de la gouverneure. Ces frais varient actuellement entre 125 000 francs congolais. Les épreuves de la hors-session de l'examen d'État 2023 ont débuté le lundi 8 mai dernier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le territoire de Malemba-Nkulu a enregistré 8728 candidats, dont 1870 filles, pour 14 centres de passation des dites épreuves. Les frais sont fixés à 70 000 francs congolais par l'arrêté de son Excellence Madame la gouverneure du Olomami. En dehors de ces frais, il n'y a pas d'autres frais. À en croire la société civile locale, expliquant que les responsables d'école majorent ces frais en connivence avec certains inspecteurs de l'inspection principale provinciale du Olomami 2, fixés à 70 000 francs par l'arrêté de la gouverneure. Ces frais varient actuellement entre 125 000 francs et plus, selon qu'on s'éloigne de Malemba-Nkulu centre. En effet, l'inspecteur provincial des Luena dans la province éducationnelle du Olomami de Ditubanza souligne que les frais officiels et celui fixés par la gouverneure. Ensuite, il appelle la société civile de Malemba-Nkulu à apporter des preuves pour sanctionner les récalcitrants. En politique, Eric Nziko et sa fondation F-Novid, qui comprend plus de 1000 membres, ont adhéré à la FDC de Modeste Bahati-Lukwebo. Cette cérémonie s'est déroulée hier mardi dans la province de l'Équateur.
À la veille des échéances électorales, nombreux sont ceux qui choisissent leur camp. Éric Ndiko Longomo n'a pas dérogé à cette règle et a choisi d'être du bon côté de l'histoire en adhérant, avec plus de 1000 membres de sa fondation, à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, parti cher au sénateur Modeste Basilou-Kwebo. Pour ce faire, le coordonnateur national de la FNOVID a été accompagné d'une forte délégation de la FDC, notamment du secrétaire national en charge des adhésions et orientations, pour se rendre au lieu de l'adhésion massive tant attendue. Je viens de découvrir une province, un enjeu qui vient d'organiser une manifestation comme celle que nous organisons à la Fikine à Kinshasa. Prenant la parole à son tour, Éric Ndiko dit avoir répondu à l'appel de la jeunesse, lassée d'être les marchepieds de la classe politique et de leurs promesses non tenues. Nous sommes là en ordre de bataille pour répondre aux besoins de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous devons nous prendre en charge pour défendre notre cause et puis développer notre pays tel qu'on nous a toujours promis sans pour autant réaliser. Ce que je demande à nos membres, c'est de rester loyal, à répondre à tout moment aux besoins, aux appels et accompagner la vision du chef de l'État. Après la signature des fiches d'adhésion, des écharpes et drapeaux aux couleurs de la FDC ont été remis à chacun des adhérents pour sceller cette appartenance. En santé, les organisations de la société civile membres du REASAM ont presque fini avec la rédaction d'une loi sur la santé mentale. Le pays n'en dispose pas encore. Pourtant, la situation actuelle du trouble connaît une dégradation chaque année. Hier, ces structures ont organisé un atelier de sensibilisation et d'information, au mieux un plaidoyer à l'intention des parlementaires. L'objectif poursuivi ici est de solliciter des députés nationaux et sénateurs le vote de la loi spécifique sur l'organisation et le fonctionnement de la santé mentale en RDC, une loi sur laquelle ces organisations travaillent déjà et dont le draft avait fait l'objet des discussions pour un enrichissement, comme en témoigne ici le neuropsychiatre et professeur Aline Njukendi Omba, coordonnateur national du réseau des ONG d'action en santé mentale. Il se pose beaucoup de problèmes de santé mentale dans notre pays, mais la législation sur la santé mentale reste encore muette dans notre milieu. C'est la raison pour laquelle nous avions proposé un projet de loi que nous devons soumettre à l'Assemblée, à qui des droits, pour que ça puisse passer, afin de doter notre pays d'une loi sur l'organisation et la législation en santé mentale. Il est vrai que le pays possède une politique nationale de santé mentale élaborée en 1999 et révisée en 2021 et d'un programme national de santé mentale depuis 2001. Ce qui lui manque à présent, c'est une législation spécifique nécessaire pour toute forme de mobilisation et d'action. La loi que propose les REASAM a le mérite d'apporter quelques innovations, dont la mise en place d'un cadre institutionnel, du partenariat tripartite en santé mentale et d'un fonds d'intervention en faveur de la santé mentale. Ces ONG fonctionnent à ce jour grâce à l'appui de l'ONG internationale OSISA. Rendre le lupus visible, c'est les termes retenus pour la célébration ce mercredi 10 mai de la journée dédiée à cette pathologie à l'échelle mondiale. L'objectif est de sensibiliser le public sur cette maladie rare. La journée mondiale du lupus a lieu le 10 mai de chaque année. L'occasion de sensibiliser sur cette maladie auto-immune qui toucherait déjà 20 000 à 40 000 personnes dans le monde, dont 90% des femmes en âge d'avoir des enfants avec un pic de fréquence entre l'âge de 30 à 39 ans. La journée mondiale des lupus est symbolisée par un papillon. En effet, les lupus se caractérisent par la présence d'une éruption cutanée au niveau de joue, autrement dit, une légion érythémateuse s'étendant de la racine du nez vers le pommelette en forme d'aile de papillon. Le lupus est une maladie chronique qui évolue par poussées entrecoupées, des rémissions pouvant durer plusieurs mois, voire même plusieurs années. On distingue deux sortes de lupus, les lupus discoïdes et les lupus érythémateux disséminés. Les lupus discoïdes et érythémateux disséminés est une pathologie chronique d'origine auto-immune. Elle se traduit par divers symptômes pouvant affecter plusieurs organes, entre autres éruptions cutanées, douleurs articulaires, fatigue, maux de tête
etc. Le lupus peut également toucher plusieurs parties du corps, dont les articulations, la peau, le rein, le cœur et autres. Et ces manifestations sont donc multiples, d'où cette maladie est surnommée les maladies aux 1000 visages. Notons que cette journée a été proclamée en Angleterre depuis 2004 par un comité international représentant 13 pays qui ont ainsi lancé un appel à tous les gouvernements dans le but d'obtenir des fonds destinés à la recherche et trouver un traitement adapté à la dite maladie. En dehors de nos frontières, une fusillade a fait 4 morts à Djerba en Tunisie. Un gendarme a ouvert le feu dans une synagogue qui accueillait de pèlerins juifs. Un Français a été également abattu. L'attaque est survenue mardi soir, attribuée à un gendarme qui a également tué 2 de ses collègues avant d'être abattu, a annoncé le ministère de l'Intérieur tunisien. Parmi les victimes de la fusillade figurent aussi 2 fidèles qui participaient à un pèlerinage juif dans la synagogue de la Griba sur l'île tunisienne de Djerba. 4 autres personnes ont été blessées et évacuées vers un hôpital, a ajouté le ministère. L'attaque s'est produite alors que des centaines de fidèles participaient au pèlerinage juif annuel de la Griba qui touchait à sa fin mardi soir dans cette synagogue. Les investigations se poursuivent pour élucider les motifs de cette agression lâche, a ajouté le ministère de l'Intérieur, s'égardant à ce stade d'évoquer une attaque terroriste. Selon les organisateurs, plus de 5000 pèlerins juifs essentiellement venus de l'étranger ont participé cette année au pèlerinage de Griba qui a repris l'année dernière après 2 ans d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19. Cette synagogue visée, la plus ancienne d'Afrique, avait déjà été visée en 2002 par un attentat suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts. Au Kenya, plus d'une centaine de dépouilles dont une majorité d'enfants ont jusqu'à présent été retrouvés dans l'enquête sur le massacre de la forêt de Shakahola, dont la révélation a suscité effroi et incompréhension dans ce pays religieux d'Afrique de l'Est. Les organes manquent sur certains cadavres, selon la police, après les autopsies des corps de fidèles d'une secte pratiquant un jeûne extrême qui laisse penser à un trafic d'organes humains bien coordonné impliquant plusieurs acteurs. La police kenyane affirme que plusieurs auteurs sont impliqués dans ces réseaux de trafic. Le pasteur Paul Mackenzie est cité en premier. Cependant, plusieurs fidèles de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle restent disparus et d'autres sont morts de façon encore non élucidée. Et enfin, les corps des victimes exhumées ont été retrouvés disséqués. Les organes de certains corps ont été retirés, notamment leurs reins, d'après le rapport d'autopsie. En second lieu, le pasteur Ézéchiel Odero, qui a été cité dans ces meurtres tragiques, arrêté le mois dernier, cet homme influent a reçu d'énormes montants en espèces de la part des fidèles de Mackenzie qui leur avaient demandé de vendre leurs propriétés. La plupart de ces victimes seraient morts de faim après avoir suivi des fausses doctrines de Mackenzie, disant qu'ils rencontreraient Jésus après avoir jeûné jusqu'à la mort. Pour le ministre de l'Intérieur Kithure Kindiki, présent sur les lieux hier, il s'agit de l'une des pires tragédies que les Kenyans aient jamais connues. Le ministre a averti que plusieurs autres tombes risquent d'être découvertes dans ce qu'il qualifie comme un crime hautement organisé. Jusqu'à présent, il n'y a que 25 auteurs de ces crimes mis aux arrêts depuis le début des enquêtes. Jury d'un tribunal civil de New York a déclaré hier mardi Donald Trump coupable d'agression sexuelle en 1996 sur une ex-journaliste et écrivaine Elizabeth Jean Carroll et d'avoir diffamé celle-ci en la qualifiant de menteuse. Il devra alors verser 5 millions de dollars américains de dommages à intérêts pour ses abus et pour diffamation. Donald Trump, de son côté, a dénoncé un verdict honteux et a réaffirmé qu'il ne connaissait pas la plaignante. L'ancien président des États-Unis Donald Trump, qui espère reconquérir la Maison-Blanche en 2024, fait face à de nouveaux devoirs judiciaires. Si mardi 9 mai, il a été jugé coupable par le jury d'un tribunal civil de New York de l'agression sexuelle en 1996 et également des diffamations qualifiant de menteuse l'ancienne journaliste et écrivaine Elizabeth Jean Carroll, à qui il devra verser 5 millions de dommages et intérêts. Après 2 semaines de procès et moins de 3 heures de délibération, le 9 jurés unanimes ont déterminé que Donald Trump n'était pas responsable du viol d'Elizabeth Jean Carroll dans la cabinet d'essayage du rayon lingerie d'un grand magasin new-yorkais, comme elle en a accusé, mais plutôt d'agression sexuelle.
Donald Trump, qui ne s'est jamais rendu physiquement au tribunal depuis l'ouverture du procès le 25 avril, va interjeter l'appel, a annoncé son porte-parole via son réseau social Truth. L'ex-locataire de la Maison-Blanche a décrit la décision du jury comme une honte et a dit n'avoir absolument aucune idée de qui est cette femme. Le directeur du comité national de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja, et le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, ont signé un accord de partenariat pour l'accompagnement médiatique de ce jeu qui se tiendra à Kinshasa au mois de juillet-août prochain. Ce partenariat permettra au public de consommer ces jeux avant le coup d'envoi. On écoute la réaction d'Isidore Kwanja lors de la clôture du tournoi U20 de la FECOLUT. On prend le rappel des titres à présent. Accusés de cohabiter avec les rebelles du M23, les troupes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est pourront quitter la RDC d'ici juin prochain. Déclaration faite par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis le Botswana. Entre-temps, un mort et 3 blessés graves, c'est le bilan de l'éboulement survenu à Rubaya dans la province du Nord Kivu. Au Kenya, les autopsies des cadavres retrouvés dans une forêt du sud-est d'une secte évangélique pratiquant un jeûne extrême ont révélé des organes manquants sur certains corps, d'après la police kenyane. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Christian Kalonji nous rejoint pour cette revue de presse sur l'autre côté du plateau. Bienvenue à vous, Christian. Merci Bédrine, merci à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde. On commence par ce sujet évoqué au cours du journal. La force régionale de l'EAC devra quitter le pays dans le tout prochain jour. Christian. Effectivement, Bédrine, la force régionale occupe l'Est de la RDC depuis plusieurs jours maintenant, sans résultat. Une situation d'ailleurs que dénonce la société civile. Eh bien, Bédrine, il faut dire que la colère ne cesse de monter d'un cran puisque les terroristes du M23 continuent toujours d'occuper nos territoires. On se demande qu'est-ce que cette force régionale était bien évidemment venue faire. Eh bien, depuis Gaborone où il a séjourné, le président de la République n'a pas eu sa langue en poche pour décrier l'inefficacité de cette force régionale Bédrine au cours d'une conférence de presse conjointe le mardi 9 mai 2023. Le chef de l'État a donc exprimé ses préoccupations concernant les troupes de l'EAC lors de sa visite au Botswana, rapportent nos confrères d'interview.cd. Comme vous le voyez, selon lui, la force n'a pas rempli, évidemment, les fonctions pour lesquelles elle a été initialement créée. Bédrine, je cite, « Il est évident que nous rencontrons des problèmes avec cette force régionale. La première préoccupation est qu'elle ne remplit pas le rôle qui lui a été attribué. Nous avons observé une coexistence entre les contingents de la force régionale et les terroristes du M23 dans certaines régions. » Fin de citation. Jeune Afrique qui aborde Bédrine le même sujet titre à sa une. Félix Tshisekedi questionne l'efficacité de la force régionale est-africaine. Selon ce média, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a également évoqué le mandat de l'EAC qui doit en principe se terminer en juin. Je cite, « Si nous estimons que le mandat n'a pas été rempli, nous les renverrons et les remercierons d'avoir essayé. » Fin de citation. Pour sa part, l'agence congolaise de presse affirme carrément que la force régionale pourra donc quitter le sol congolais fin juin 2023. Bédrine, l'ACP rappelle que cette intervention de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive 24 heures après l'annonce du déploiement des troupes de la SADC dans la partie est de la République démocratique du Congo. On peut dire quand même cette inquiétude a été évoquée plusieurs fois par la majorité des Congolais. Évidemment. Et plus loin de la RDC, aux Émirats arabes unis, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, séduit les investisseurs. Évidemment, Bédrine, c'est aux Émirats arabes unis, loin de l'Afrique, que Jean-Lucien Boussa, ministre congolais du Commerce extérieur, participant à la 12e édition de la réunion annuelle sur l'investissement AIM 2023, a
lancé un vibrant appel donc aux investisseurs ainsi qu'à tous ceux qui sont désireux d'entreprendre leurs affaires, de venir réaliser leurs rêves en République démocratique du Congo. Pointe la prospérité. Selon lui, la République démocratique du Congo est une nouvelle terre d'avenir, une terre d'opportunités, précise donc ce média, tout en remerciant les organisateurs de cet événement important qui a donc pour objectif primordial de mettre en contact les investisseurs des Émirats avec les multiples opportunités d'affaires dans différents secteurs économiques et sociaux. En RDC, le patron du commerce extérieur a rappelé à cette occasion que l'organisation de ce forum est en réalité la matérialisation de l'une des recommandations issues de la 12e conférence diplomatique qui s'est tenue à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, depuis son accession au pouvoir le 24 janvier 2019, fait justement, Bédrine, de la diplomatie économique son cheval de bataille et l'investissement privé, le moteur de l'économie congolaise. Jean-Lucien Oussa est parmi donc, Bédrine, il faut le dire, les ministres efficaces du gouvernement Sama II, selon plusieurs observateurs. Merci à toi, Christian Kalonji, pour toutes ces précisions. Je vous en prie, Bédrine Kenge. Et c'est également la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue. Communiqué de presse de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Conformément au contrôle des activités des sous-traitances dans le secteur privé, tel qu'annoncé par son directeur général, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, porte à la connaissance des entreprises principales et celles des sous-traitances œuvrant dans la ville de Kinshasa et opérant dans tous les secteurs de l'activité économique qu'à partir de lundi 8 mai 2023, les équipes de l'ARSP passeront pour une mission de contrôle au sein de leurs entreprises respectives. À cet effet, un avis de passage leur sera déposé 48 heures avant la date de la visite de contrôle. Il s'agit à titre illustratif des sociétés ci-après concernées. Secteur des télécommunications et infrastructures des télécoms. Vodacom Congo RDC SA. Orange RDC SA. Airtel Congo DRC SA. Africell RDC SA. Standard Telecom. Liquide Telecom RDC SARL. Huawei Technologies RDC SARL. East Castle Infrastructure. HTDRC Infraco. Helios Towers. Brandwheels and Crude Service. BCS SARL. Groupe Vivendi Africa RDC, JVA SA. Société congolaise de la fibre, Socof et consorts. Secteur des brasseries et limonaderies. Brasserie du Congo, Bracongo SA. Brasserie, limonaderie et malterie, Bralima SA. Industrie des boissons au Congo, IBC et consorts. Secteur de transport. Air France, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Compagnie africaine d'aviation, CAA. Gomer RDC. South Africa Airways SAA. Turkish Airlines, Air Côte d'Ivoire, Royal Air Maroc, Brussels Airlines, Husky Airlines et consorts. Secteur des infrastructures, bâtiments et travaux publics. DP World, Dubai Port World, Adi Construction SARL, Dematco SARL, Entreprise Générale Malta Forest SA, CREC 7 SARL, CREC 8, CCECC, Groupe Chani Metal, Safricas Congo SA, Société congolaise de construction moderne, SCCM et consorts. Secteur de l'agroalimentaire. Minoterie du Congo, Mino Congo. Plantation et huilerie du Congo, PHC SA. Gandour Food. Inalca Kinshasa. Congo Futur. Marsavco SA. Beltexco SA. Socimex SARL et consorts. Secteur des carrières. Carigrès SARL. Safricas. CREC 7 et consorts. Secteur des panifications. Société africaine de développement industriel alimentaire, SADIA. Société générale de pain, Pain Victoire. UPAC. Pâtisserie nouvelle et consorts. Secteur de logistique. Bolloré Africa Logistique RDC SA. Cargo Trans-Sarlou. Delmas RDC Group, SEMA CGEM. DHL International Congo SARL. Capem Logistique. Maersk Congo SARL. Server SARL. Safmarine RDC et consorts. Secteur des cosmétiques. Angel Cosmetics.
Dove Cosmetics, fabrication, emballage, montage et conditionnement, Femco, Gandour Industrie Congo, Société Palmco et consorts. Secteur pharmaceutique, News et Samex, Prince Pharma SARL, Chalina Pharmacie, Zenoufa, Imex Pharma Distribution, Promed Pharma, Pharmagro et consorts. Secteur des services, Central Motors SARL, CFAO Motors, Pigma, Dispromalt SARL, Prodimpex, Proton SARL, Sokin SARL et consorts. Fête à Kinshasa le 5 mai 2023. Honorable Miguel Katem Kachal, directeur général. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.